Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà j'espère que les fêtes de fin d'année se passent très bien pour vous, que vous avez très bien fêté Noël et que cette année 2023 se termine de la meilleure des manières. Nous on va faire l'une des dernières vidéos de cette année tout simplement. Déjà je vous remercie pour votre fidélité tout au long de l'année pour commencer parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à regarder les vidéos et ça me fait vraiment très plaisir. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour conclure cette année avec le plus d'abonnés possible. Et si vous aimez la vidéo, le contenu, n'hésitez pas à liker également. Aujourd'hui, on est le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est quoi? C'est tout simplement la Saint-Étienne. Donc c'est l'occasion de faire le bilan de cette première partie de saison. La phase aller est terminée, on a joué 19 matchs sur les 38, donc on peut tirer les premiers enseignements. On va faire un bilan sans trop parler de chiffres, parce que les chiffres, vous pouvez les retrouver également, les lire. Là, on va plus parler d'un point de vue de notre analyse personnelle, en tout cas de la mienne, vu que c'est moi qui fais la vidéo. Je vais regarder, voilà, un peu... Je vais faire le point un peu sur ce que j'ai vu, et on va évoquer différentes choses. Déjà, on va parler bien évidemment du classement, de la dynamique de Saint-Étienne. On abordera également le mercato. Est-ce que ce mercato était réussi, le mercato estival? Est-ce qu'il nous a permis tout simplement de réussir la première partie de notre objectif? Est-ce que également il y a eu des tops? Est-ce qu'il y a eu des flops au niveau des joueurs? On va parler de l'aspect technique et puis de l'aspect tactique, avec notamment le changement de dispositif au cours de la saison. Voilà, ça va être l'objectif de cette vidéo qui sera peut-être un peu longue, mais voilà, c'est la dernière de l'année quasiment. On fait un bilan, donc il y a certainement beaucoup de choses à dire quand même. La vidéo, c'est normal si elle est un petit peu longue. Donc c'est parti, on va faire le bilan, on va commencer sans plus attendre. C'est un peu un début de saison en demi-teinte comme je l'ai écrit sur la miniature. Déjà pour commencer, on va parler du classement. Le classement de la Ligue 2 au bout de la 19e journée, donc on est à la mi-saison. Est-ce qu'on a réussi nos objectifs? Alors, pour voir si on a réussi à atteindre nos objectifs, donc pour tirer le bilan, il faut regarder le classement déjà, parce que notre objectif c'est de monter en Ligue 1. Quand on regarde le classement de Saint-Étienne, on est 7e actuellement. L'objectif c'est de monter en Ligue 1, voilà. Donc il y a plusieurs moyens de monter en Ligue 1. Il y a déjà, on termine en premier, deuxième, c'est la meilleure des solutions, parce que si tu termines premier ou deuxième, tout simplement, t'as assuré de monter, parce que t'es dans les deux premiers du championnat, et c'est parfait. Ensuite, il y a le fait de terminer troisième, quatrième et même cinquième. Quatrième et cinquième, il y a un barrage de plus que pour le troisième. Le troisième, il y a aussi deux barrages à jouer contre le vainqueur du cinquième et du quatrième, puis contre l'équipe de Ligue 1 qui peut également descendre. Donc c'est pas la meilleure des manières de monter en Ligue 1, ça c'est évident. Il n'y a qu'une équipe qui a réussi à le faire dans l'histoire récente. Malheureusement, on la connaît tous. C'est l'AJ Auxerre contre Saint-Étienne il y a 1 an et demi. Donc pour l'instant, le bilan il n'est pas bon côté stéphanois parce que l'objectif il n'est pas atteint. On est 7e, c'est pas suffisant pour réussir à monter en Ligue 1. Néanmoins, si on parle des barrages, on est à 3 points du Pau FC. 3 points du Pau FC qui est 5e. Ils ont une meilleure différence de but que nous pour l'instant. Mais on n'est pas si loin. On aurait perdu contre Bastia, on aurait été à 6 points. Là, on est à 3 points. Ça peut aller très vite dans une saison. On peut remonter très rapidement des places. Néanmoins, je pense que pour terminer premier ou deuxième, ça s'apparente très très compliqué. Parce que Angers, 40 points, Auxerre, 38 points. On a 10 et 12 points d'écart. C'est énorme. Il faudrait que ces équipes s'effondrent. Et en même temps, il y a des autres équipes devant. Il y a Grenoble, Laval, Pau, Ajaccio qui sont devant nous. Donc il faudrait aussi qu'elles faiblissent pour qu'on monte à cette première ou à cette deuxième place. Donc là, déjà, ça paraît très très compliqué. Pour cette phase retour, donc de remonter autant de places. Il y a des lacunes au niveau de l'attaque, au niveau de la défense un petit peu aussi. On va en reparler tout à l'heure quand on va parler des tops, au niveau des joueurs notamment. Mais voilà, il y a l'occasion de prendre des points sur la phase retour. Voilà, il y a 57 points je crois à prendre sur une phase de championnat. Il y a 19 matchs, donc 19 x 3, si je compte rapidement, oui ça fait 57. C'est pas possible de prendre 57 points, hein. Clairement, ça on est bien d'accord. On en a pris 28 sur 57 pour l'instant dans notre parcours. Donc on n'a pas pris la moitié des points possibles. Mais il va falloir faire mieux. Déjà pour voir si c'est possible de monter en Ligue 1 avec ce bilan-là. Donc on a 28 points, si on multiplie par 2, ça ferait 56 en se projetant. Bon, déjà on serait toujours 7e si d'autres équipes continuent à faire comme ça. Mais est-ce que dans l'histoire récente du championnat, il y a des équipes qui ont réussi à monter
en jouant comme nous. Alors, on va regarder le classement. Si on jette un coup d'œil sur le classement donc des 3 dernières saisons, on va regarder la saison 2020-2021. C'était 3 qui étaient leaders, 3 entraînés par Laurent Batles, avec Clermont, Toulouse, Grenoble et le Paris FC, qui avait eu 64 points à ce moment-là, très loin des standards actuels de Saint-Etienne. On aurait 56, je le rappelle, si on multiplie par 2. En 2021-2022, l'équipe 5e avait 68 points, c'était encore mieux, c'était Sochaux et qui avait perdu en barrage, je crois, contre Auxerre. Et en 2022-2023, donc la saison dernière, c'était plus serré. Caen était 5e avec 59 points, pas si loin que ça de nous, mais en tout cas 56, c'est impossible de monter avec 56 points, de prétendre à jouer les barrages et en tout cas prétendre à jouer au-dessus de la 5e place. Là, c'est clairement impossible. Quand on regarde à chaque fois le 3e, cette équipe a quasiment 70 points minimum à chaque fois. Il n'y a que Bordeaux avec 69. L'année dernière qui était un petit peu moins, mais on voit que voilà, côté stéphanois, vous vous rendez compte, il faudrait prendre 41 points pour compter 69 points. Ça voudrait dire déjà qu'il faudrait faire une deuxième partie de saison extraordinaire. Et pour terminer premier ou deuxième, il faudra avoir 72-75 points à peu près. Donc imaginez comment il faudrait terminer la seconde partie de saison. Là, il faudrait vraiment faire une série incroyable, mais ça me paraît très très compliqué pour les Verts. Voilà en tout cas pour ces classements-là qui nous montrent qu'il va falloir s'améliorer et que pour l'instant tout n'est pas tout rose pour les Verts. Et d'ailleurs tout n'est pas tout rose, on va le voir tout de suite. Regardez la dynamique de l'AS Saint-Etienne depuis les 19 premières journées. Donc là j'ai pris le graphique sur Transfermarkt. On se rend compte donc du classement de Saint-Etienne. Vous voyez sur l'axe des ordonnées à gauche, c'est le classement. Sur l'axe des abscisses, c'est les journées. Regardez, ça fait un petit peu une montagne pour l'instant. On avait mal démarré. Après, on a eu cette série de 10 matchs sans perdre. Donc forcément, quand tu ne perds pas pendant 10 matchs, bah, tu remontes des places. C'est ce qui s'est passé. On a vu une très très bonne dynamique qui nous a permis de gratter des points. Et la dynamique, elle s'est un peu effondrée fin octobre, depuis le début du mois de novembre, avec les défaites qui s'enchaînaient contre le Paris FC, contre la JOCR, contre Pau, Amiens, etc. etc. C'était difficile pour les Verts. Et là, il y a l'arrivée de Olivier Dalloglio lors de ce match contre Bordeaux et la dynamique se renverse à nouveau. Bien sûr, c'est pas un miracle, hein, c'est pas parce qu'on a changé forcément de coach que tout s'inverse. On va voir par la suite. Mais ça peut donner de l'espoir pour la continuité de la saison. Donc voilà, concernant la dynamique stéphanoise, c'est un peu les montagnes russes au niveau des prestations, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour se donner les moyens de monter, on a fait un mercato. On a fait un mercato estival. On va le juger. Est-ce que ce mercato, il était bon côté stéphanois ou pas? Donc ça va être l'objectif de la deuxième partie de la vidéo. Voilà, j'ai marqué un mercato décevant, point d'interrogation. Si on regarde la liste des départs, déjà, j'ai pas mis tous les joueurs qui sont partis, parce qu'il y en a qui sont partis comme Neyou, ils étaient déjà plus là, Madi Camara, Brest, etc., etc. Je les ai pas remis, ces joueurs-là. Et puis au niveau des arrivées, c'est pareil, j'aurais pu compter Mathieu Cafaro, Gaëtan Charbonnier, même Nkunku, hein, qui est parti, qui est venu, en gros. Mais non, j'ai pas mis ces joueurs-là, c'est vraiment ceux qui sont arrivés et ceux qui sont partis. Côté stéphanois par rapport à la saison dernière. Donc il y a des joueurs qui sont partis, je ne vais pas tous les reciter, mais il y en a qui sont majeurs, surtout est-ce qu'on a réussi à les remplacer? Je pense à Jean-Philippe Crasso et à également Nielsen Nkunku, qui d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans le graphique, mais bien évidemment, il y a Nielsen Nkunku qui est parti de Saint-Etienne. Est-ce qu'on a réussi à remplacer ces joueurs-là? Alors, pour remplacer Jean-Philippe Crasso, on va dire que c'était Ibrahim Sissoko. Il fait un bon début de saison, Ibrahim Sissoko, il est à 8 buts, ça c'est sûr. 4 pénaltys néanmoins sur ses 8 buts, mais après, dans le jeu, certaines fois, il est en difficulté. C'est un joueur qui arrive à gagner pas mal de face-à-face quand il est devant le but, mais il n'a pas carrément le profil de Jean-Philippe Crasso, ça on le savait quand il est arrivé. C'est un joueur qui, des fois, a du mal à faire les efforts. Il les a fait lors des 2 derniers matchs, donc ça c'est plutôt positif pour Saint-Etienne. Mais néanmoins, ce n'est pas un profil qui remplace Jean-Philippe Crasso côté stéphanois. Et pour Nielsen Nkunku, c'est Mahmoud Bentayg qu'on a très peu vu depuis le début de la saison. Mais Mahmoud Bentayg, on le savait, pour remplacer Nkunku, c'est très compliqué parce que c'est pas du tout forcément le même type de joueur. C'est pas un joueur qui va faire des prestations comme peut le faire Nielsen Nkunku. On avait beaucoup moins de
de connaissances sur ce joueur, même si Nkunku, on le connaissait pas trop forcément côté stéphanois, il n'était pas réputé pour avoir fait des bonnes saisons avant d'arriver à Saint-Etienne. Mais en tout cas, pour l'instant, Benteig a du mal à prendre ce rôle-là. On va y revenir plus tout à l'heure quand on va parler des joueurs stéphanois qui ont déçu notamment. Mais voilà, concernant ce mercato au niveau des arrivées, il n'y a pas un joueur qui nous a clairement enchanté, mis à part Dylan Batubinsika qui a fait un super début de saison. Ça a été plus compliqué au tout début. Forcément, il fallait qu'il se mette dans cet effectif, qu'il s'imprègne de Saint-Etienne. Il n'avait jamais joué au club et tout. Mais là, depuis 15 matchs, franchement, il est très très intéressant. Et c'est le patron de cette défense centrale, très rassurant, très athlétique. Un joueur qui gagne beaucoup de duels. Et on l'a vu d'ailleurs quand il était absent, tout comme Gauthier Larsonneur, et qu'il est revenu. Et c'est un joueur qui a été très intéressant pour les Verts. Et clairement, c'est un peu l'élément fort de cette équipe stéphanoise sur ce mercato estival. Florian Tardieu à moindre mesure, il avait très bien commencé, mais depuis c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Il est un peu en dedans, plus pris au marquage, il prend moins de risques également. Voilà, les équipes ont aussi appris à connaître le style de jeu de Saint-Etienne, et c'est plus difficile pour Florian Tardieu de s'en sortir, mais sinon il n'y a pas vraiment un autre joueur qui se révèle durant ce mercato. Et au niveau de la balance départ-arrivée, par rapport du coup à la deuxième partie de saison dernière, je pense que c'est un peu compliqué pour nous, parce qu'on n'a pas réussi à remplacer certains joueurs, notamment Jean-Philippe Crasso et Nielsen Nkunku. Donc ce mercato, il est un petit peu décevant côté stéphanois. On n'a pas réussi à boucher, à enlever certaines lacunes qu'on peut trouver dans notre effectif. Et du coup, il y a des axes qui n'ont pas été améliorés par rapport à la saison dernière. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Notamment, on n'a pas réussi à trouver un joueur capable de bien tirer les coups de pied arrêtés, tirer les corners, de bien centrer également. Ça, c'est très compliqué. C'est un axe d'amélioration qu'on n'a pas réussi à modifier durant ce mercato estival. Donc il va falloir s'y pencher durant l'hiver pour recruter quelqu'un qui est capable de faire ça. Mais pour l'instant, si on doit juger ce mercato estival, pour l'instant, on peut carrément le juger maintenant. Il est un peu décevant par rapport au projet de jeu de Saint-Etienne qui est la montée. Je trouve que l'effectif, il est moins bon en tout cas qu'en deuxième partie de saison dernière. Il est moins constant et c'est plus compliqué pour Saint-Etienne. Maintenant, on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo, la troisième même, parce qu'on a déjà parlé du classement avant. On va parler des joueurs qui ont marqué des points, avec notamment ceux qui ont été les plus utilisés par leurs différents coachs. Voilà, il y a tout de même des joueurs qui ont marqué des points. D'ailleurs, j'ai fait une faute sur l'introduction. Marqué, il y a un S, bien évidemment. Au niveau des joueurs qui ont marqué des points, alors, l'équipe type de début de saison, la voilà. Je vais vous l'afficher un petit peu en plus gros pour que vous la voyez mieux avec le diaporama. C'est les joueurs qui ont été le plus utilisés par Laurent Batles et Olivier Dalloglio. En fait, c'est l'équipe type qu'on voit quasiment à chaque match. Il n'y a pas de surprise, notamment au niveau de la défense avec Apia, Briançon, Batubinsika et Léo Petro. On a Gauthier Larsonneur, Florent Tardieu, Fomba, Bouchouari au milieu, Cafaro et Sissoko et Dylan Chambaud en attaque. Voilà, Chambaud, ça se combat un petit peu plus, on va dire, avec Stéphane Diarra. Mais voilà, cette équipe type du début de saison, clairement, il y a des lacunes. Ça, c'est clair, on l'a bien remarqué de toute manière depuis que ces joueurs jouent. Mais il y en a néanmoins des joueurs qui ont quand même marqué des points dans cet effectif-là. Pas tous ceux qui ont joué, c'est pas parce qu'ils ont été très utilisés qu'ils ont été top durant cette partie de saison, parce que voilà, on voit il y a des lacunes et puis on n'a pas un banc qui est non plus hyper important. Alors clairement, on va remonter un peu les postes, les étages. Gauthier Larsonneur, voilà, c'est clairement peut-être l'homme du début de saison. Très très rassurant, on l'a vu d'ailleurs quand il n'était pas là, qu'il s'était blessé à l'épaule. Saint-Etienne était beaucoup plus en difficulté. J'ai jamais critiqué vraiment Etienne Green parce que c'est un gardien que j'apprécie. Mais Gauthier Larsonneur, il a ce petit truc en plus. Déjà, il a plus d'expérience. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à haranguer ses troupes, qui n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure quand ça ne va pas. Il parle beaucoup, il rassure. À un moment donné, il y a Benjamin Bouchouari qui fait une erreur. Il y a 2-3 matchs, je ne sais plus si c'était contre Guingamp ou contre Pau. Un Geoffroy Guichard. Et Gauthier Larsonneur, voilà, il lui crie un petit peu dessus. Et là, c'est ce patron qu'on attend là. Il est très bon sur sa ligne. Il est bon jeu au pied. C'est un gardien qui est très rassurant. On sait que pour réussir ses objectifs, il faut un gardien qui soit grand, et c'est le cas de Gauthier Larsonneur qui est vraiment très bon dans les buts. En tout cas,
C'est vraiment, je pense pour moi, l'élément principal de ce début de saison, l'élément le plus rassurant, peut-être avec Dylan Batubinsika en défense. C'est un peu mon deuxième top de ce début de saison parce que Dylan Batubinsika, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu plus compliqué pour lui au début, mais vraiment pas pendant longtemps parce qu'après il a réussi à se mettre dans cette défense et surtout au moment où on a changé de système. On en parlera tout à l'heure. Dans cette défense à 4, aux côtés d'Anthony Briançon, il est ultra important, ultra intéressant. Il gagne beaucoup de duels, il est vraiment costaud. C'est difficile de le passer. C'est un joueur qui voit le jeu aussi, qui arrive à relancer. J'aime beaucoup Dylan Batubinsika. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus important, notamment sur les corners. Voilà, essayer de marquer un peu plus sur corner. Après, ça vient aussi du fait qu'ils sont très mal tirés. Mais en tout cas, c'est un très bon point, une très belle recrue pour Saint-Etienne. Dylan Batubinsika, donc c'est certainement le deuxième top côté stéphanois. Après en défense, j'ai pas vraiment envie d'en relever un autre. Anthony Briançon, c'est un peu en demi-teinte. Il est surtout rassurant aux côtés de Dylan Batubinsika. On a vu quand il n'était pas là, c'était plus compliqué pour la charnière stéphanoise. Et des joueurs comme Denis Sapia et Léo Petro sont assez inconstants, surtout Denis Sapia. Léo Petro, il était mieux en début de saison. Là, il commence à un peu être en dedans. Mais voilà, c'est néanmoins quelqu'un qui se bat beaucoup sur le terrain, qui est très important dans l'effectif stéphanois. Mais si je veux parler de mes tops, il n'en fait pas vraiment partie non plus pour l'instant. C'est surtout l'Arseneur. Batubinsika du côté de Saint-Etienne. J'ai envie d'évoquer Aymen Mouefek également. Je ne l'ai pas mis dans le dispositif parce que Fomba a joué un petit peu plus que lui. Mais Mouefek, très très bon. C'est un joueur qui a une valeur athlétique très importante, qui gagne énormément de duels au milieu de terrain, qui se projette de plus en plus. Et franchement, je trouve qu'il est super au milieu de terrain. Notamment quand on regarde le but là contre Bastia, il fait un gros travail, là, le dernier but de Mathieu Cafaro. C'est un joueur qui met de l'impact, qui met de l'envie en plus. Parce que cet impact, il bonifie par son envie de bien faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. En tout cas, et j'apprécie beaucoup ce que fait Aymen Mouefek. Il monte en puissance, il est de moins en moins blessé. Et ça, c'est vraiment très bien pour Saint-Etienne. Donc un bon point pour Mouefek. Bouchouari, j'ai pas envie de le mettre en top. Pourquoi ? Parce que il peine à confirmer, j'ai envie de dire. Il fait des bonnes premières mi-temps, ça c'est sûr. Mais par rapport à l'année dernière, il a franchi quand même un petit cap, mais pas autant que je l'espérais. Néanmoins, quand on regarde les performances de l'équipe, il est dans les meilleurs, ça c'est indéniable. Mais j'ai pas envie de le mettre dans les tops parce que je sais qu'il sera capable de mieux faire par la suite. Et il a tendance à très très vite s'éteindre, notamment durant les secondes mi-temps. À peut-être des fois trop garder le ballon au pied. Quand il joue un peu plus vite, on voit qu'il est plus intéressant. Mais j'ai pas envie de le mettre dans les tops du coup parce que j'attends quand même un peu plus de lui pour la suite. Et puis après, il n'y a pas forcément d'autres tops. Côté stéphanois à ajouter, les principaux joueurs, c'est Gauthier Larseneur, Dylan Batubinsika et Aymen Mouefek. Donc ça montre bien qu'il va falloir se renforcer, en tout cas néanmoins sur les côtés, où il y a des joueurs plus en difficulté. Ça, on va en parler dans l'équipe un peu des joueurs les moins utilisés, et en même temps j'en profiterai pour aborder les flops. Vous voyez, c'est l'équipe type, mais il y a des flops pour moi dans cette équipe type, et dans l'équipe des moins utilisés, je peux pas ressortir de top parce qu'ils n'ont pas forcément assez joué. Donc on va parler maintenant des joueurs qui ont perdu des points. Donc voilà, c'est parti, générique. Il y a des joueurs qui ont perdu des points, ça c'est indéniable. Regardez, ça c'est l'équipe des perdants. J'ai pas mis, il y a des postes, vous voyez, il n'y a personne tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de doublure, pas grand monde à mettre. J'avais pas envie de mettre Mouefek parce qu'il n'avait pas non plus si peu de temps de jeu que ça. Déjà au cage, c'est Mathieu Dreyer. On l'a vu que en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse. Je pense qu'il va devoir se trouver une porte de sortie. Au niveau des gardiens, il y en a qui vont devoir partir. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas garder autant de gardiens. On a Gauthier Larseneur, on a Boubacar Fall, on a Mathieu Dreyer, on a Étienne Green. Il y a beaucoup trop de gardiens. Il y en a 4 là que je viens d'évoquer. C'est impossible. Il faudrait au moins qu'il y en ait 2 qui partent pour moi. Il y a certainement un contrat qui va être cassé. Peut-être celui de Dreyer, un qui pourrait partir en prêt. J'imagine que ça ne va pas continuer comme ça côté stéphanois. Il y a donc Michael Nadé, Mahmoud Benteg, Victor Lobry, Thomas Monconduit, Wadji, Charbonnier et Diarra. C'est un peu l'équipe des perdants. Wadji, oui, il est blessé. Mais voilà, c'est pareil, on attend quand même plus de lui. On attendait plus de lui. Pourquoi il est blessé ? On se demande, hein. On se demande aussi pourquoi il est blessé. On a très peu d'infos à ce sujet-là. Et ça m'embête un peu parce que Wadji, j'en attendais beaucoup de lui. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur et c'est un peu ce qui manque dans cet effectif. Parce qu'on a des mauvais centreurs, donc il faudrait pouvoir mettre des ballons tout de suite dans la verticalité. Et c'est pas le cas
de nos autres profils d'attaquants, et c'est ce que Wadji serait capable de faire, donc je suis un peu déçu qu'on ne voit pas plus. Au niveau des flops, du coup, Mathieu Druyer, je vais pas le mettre dans les flops parce qu'il a très peu joué, mais voilà, c'est un peu un flop quand même. Michael Nadé, il a eu sa chance, notamment avec la blessure de Dylan Batubinsika. Il l'a saisi quand même, parce que ça allait, il était pas si mauvais que ça, mais néanmoins, voilà, maintenant quand il fait quelques entrées en jeu, on voit que c'est plus compliqué pour lui. C'est un peu un flop parce que c'est un joueur qui date quand même depuis pas mal de saisons, qui a fait un prêt à QRM il y a quelques années et qui a du mal à confirmer désormais, qui n'arrive pas à être titulaire indiscutable, qui n'arrive même plus quasiment à rentrer en jeu, qui perd vraiment sa place, et j'attendais autre chose de lui. On a vu notamment Saïdousso qui est parti à Strasbourg. Je serais pas surpris qu'un Mikel Nadé également quitte l'AS Saint-Etienne cet hiver pour rejoindre un autre club en prêt ou même en transfert. Voilà, c'est un joueur qui a du mal à confirmer, qui a souvent tendance à faire beaucoup de petites erreurs, commettre des fautes, à l'image du match contre Bastia qui reflète beaucoup de choses de cette saison, avec une première mi-temps très bonne, et puis après on était moins bien, des erreurs au niveau mental, etc. Ce dernier match de l'année, il a vraiment bien conclu ce qu'on est capable de faire en bien et en moins bien. Donc Michael Nadé, voilà, qui fait une faute, qui commet un penalty. C'est vrai, il est un peu sévère ce penalty, mais bon, c'est un peu une petite erreur de débutant de Michael Nadé quand même. Chose qu'il est capable de faire malheureusement également sur beaucoup de matchs. Mahmoud Benteg, c'est pareil, du mal à confirmer. Non, moi j'ai du mal à le mettre dans mes flops, Benteg. Pourquoi ? Parce que en fait j'attendais pas grand chose de lui en début de saison. Notamment les supporters de Casablanca, déjà il y en a beaucoup qui le critiquaient. On peut pas critiquer un joueur qui n'a pas déjà confirmé en fait, parce que on n'attendait pas à ce qu'il remplace vraiment Nissen Kunku. On savait très bien qu'il n'allait pas forcément avoir ce niveau-là. Ça aurait été une très bonne surprise s'il l'avait eu. Mais en tout cas, c'est pas le cas. C'est comme si on était allé chercher un joueur en National 2 ou 3. On l'aurait mis à la place de d'El Nkunku et on l'aurait jugé comme ça. Non, en fait, c'est très compliqué. Et en plus, il est beaucoup blessé. C'est ça un peu qui est moins positif. Mais c'est un joueur qui se bat. Mais ça suffit pas de se battre. Voilà, il faut techniquement, il s'améliore aussi. Et ça, je pense que la Saint-Etienne en a pris conscience aussi. Et ce sera certainement un poste qu'il faudra renforcer durant le mercato hivernal. En tout cas pour Saint-Etienne. Thomas Monconduit, très décevant également. Il a eu sa chance sur les deux derniers matchs. Mais clairement, il ne l'a pas saisi. C'est peut-être un joueur qui va partir aussi, qui a du mal à être intéressant dans l'effectif stéphanois. Pourtant, il l'a été par le passé. Mais voilà, par le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Et les joueurs qui avaient un bon niveau il y a quelques temps, ils ne l'ont peut-être plus actuellement en 2023, quasiment 2024. Donc j'imagine que Thomas Monconduit également, il pourra faire ses bagages et partir. Il sera peut-être invité à quitter Saint-Etienne parce que ce début de saison, il est compliqué. Très souvent blessé aussi. On le voit peu dans le groupe. Et quand il est présent, il n'arrive pas à être un taulier, ce qu'on attendait de lui, parce que c'est un cadre, et normalement, et ces joueurs cadres, on attend d'eux qu'ils soient plus importants, plus imposants dans l'effectif stéphanois, et c'est pas trop son cas. Tout comme Victor Lobry qui est en difficulté, il n'a pas réussi à franchir cette marche entre le Pau FC et l'AS Saint-Etienne depuis l'année dernière. Il a de moins en moins de temps de jeu, et c'est un peu pareil que Thomas Monconduit quand il fait ses entrées. C'est compliqué. Il n'arrive pas à emmener quelque chose de percutant. Pourtant, c'est un joueur qui a quand même eu sa chance, notamment par le passé, mais il peine vraiment à confirmer. Pareil, un joueur qui mouille le maillot, mais ce n'est pas assez malheureusement quand on veut remplir cet objectif de montée. Si on voudrait jouer le ventre mou de la Ligue 2, ça suffirait de mouiller le maillot peut-être, mais quand on a un autre objectif de montée, ce n'est pas suffisant pour Victor Lobry. Et puis après, c'est un peu tout le front d'attaque qui m'a déçu. On est 20e, on a 20 buts marqués, 20 buts encaissés. On a fait la parfaite égalité en ce début de saison, 0 en différence de but. 20 buts marqués, ça nous met, je crois, 14e meilleure attaque du championnat. 20 buts encaissés, 8e meilleure défense. On est un peu mieux en défense. On était très bien à un moment donné. On a un petit peu sombré petit à petit là. Mais en tout cas, c'est pas assez. Nos attaquants, j'attends autrement d'eux. J'attends qu'ils concluent plus, qu'ils centrent mieux, qu'ils soient plus dynamiques. Et franchement, il va falloir se pencher là-dessus au mercato estival. Il n'y en a pas vraiment un qui m'a convaincu. Que ce soit Mathieu Cafaro, Dylan Chambaud, qui sont très très réguliers également. Il ne faut pas que voir par leur dernier match. Il faut le juger tout le début de la saison. Mais c'est compliqué pour ces joueurs-là. Et Gaëtan Charbonnier également, je le savais, après cette rupture du ligament croisé. Il y a très peu de chances qu'il réussisse à revenir à son niveau. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et j'ai très peur que ce ne soit pas le cas pour lui par la suite également. Il a réussi à marquer un doublé contre Bourg-en-Bresse, mais voilà, c'est une équipe qui évolue en National 2. C'est totalement différent de la Ligue 2, donc pour l'instant,
J'ai du mal en tout cas avec tout le front de l'attaque côté stéphanois, que ce soit Stéphane Diarra, Mathieu Cafaro, Gaëtan Charbonnier, c'est compliqué pour eux. Sissoko qui fait le travail un peu comme il peut le faire, notamment de haut jeu il est intéressant, mais il y a aussi des lacunes bien évidemment à corriger concernant ce joueur. Voilà en tout cas pour les perdants, le diaporama il est terminé, je crois que j'ai plus de diapo après, voilà parce qu'on repasse au classement. Mais on va quand même faire des autres points, notamment au niveau des axes d'amélioration, parce que des axes d'amélioration, il y en a du côté de Saint-Etienne. Donc ça va être l'avant-dernière partie de cette vidéo avec les différents axes d'amélioration. Donc c'est parti. Voilà, il y a de gros axes d'amélioration, ça on le sait, on voit jouer Saint-Etienne depuis des années, surtout depuis cette année. Il y a des secteurs de jeu où on est en difficulté, notamment pour relancer très rapidement les ballons, ça on n'arrive pas à le faire. On a tendance à jouer assez lentement, de façon assez stéréotypée, et du coup les équipes ont forcément le temps de se replacer, parce qu'on ne se projette pas assez rapidement. Mais pour autant, on remarque quand même que des fois, on arrive à accélérer. C'était notamment le cas lors du dernier match, en première mi-temps. On a réussi à le faire sur les 15 premières minutes, notamment aux marques de but. Et là, on a vraiment mis en difficulté cette équipe bastiaise. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'appuyer, réussir à se projeter de façon beaucoup plus rapide, à construire ses actions plus vite. Voilà, c'est quelque chose que j'attends vraiment côté stéphanois. Le fait d'arriver à jouer rapidement, parce qu'on sait que ça peut être l'une des clés. Écarté, plus sur les côtés, parce que là c'est pareil, sur les côtés on a des joueurs qui sont percutants, c'est vrai, on en a qui sont percutants, Cafaro, il est très percutant, mais néanmoins c'est faible techniquement, pourtant c'est un joueur qui techniquement est censé être fort, mais en fait c'est sur trop peu de choses qu'on le voit fort, il a souvent tendance à être en dedans ces derniers temps, et ça c'est dommage. Il y a des fois, en fait, on le critique pas trop sur certains matchs parce qu'il arrive toujours à être décisif à un moment donné. Mais souvent, quand on regarde l'ensemble de la copie, elle est pas forcément très très aboutie. Mais néanmoins, je sais que c'est un joueur qui est bon, qui a fait de bonnes choses à Reims et tout. Il suffit de pas grand chose. Il faut le remettre en confiance comme tant d'autres joueurs. Donc ça peut revenir très vite. Il peut être très intéressant. L'année dernière, en deuxième partie de saison, j'étais vraiment content de ce qu'il faisait. J'étais le premier à dire que c'était très bien. Donc il peut refaire ça. Et voilà, on sent que c'est pas loin pour Cafaro. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Je pense que lui aussi, il a conscience de ça. Je pense pas que ce soit un manque d'envie chez ce joueur. Mais c'est tout simplement peut-être un problème mental. D'ailleurs, ça c'est aussi un autre problème. Le problème mental. Parce qu'on a souvent tendance à craquer. Même quand on mène au score, on craque. À l'image du dernier match, encore une fois contre Bastia. Mentalement, c'est une équipe qui est assez faible, qui est en difficulté. On peut aussi sortir de nos matchs, comme c'est le cas des fois en fin de match, quand on perd un peu nos nerfs sur certaines phases. Même contre Bastia, on les a perdus, nos nerfs. À un moment donné, Florent Tardieu qui prend un carton jaune très bête parce qu'il met la tête avec un joueur de Bastia. C'était un peu bête comme carton jaune. Mais ou à l'image de petites fautes de Benjamin Bouchouari un peu tout le temps. Voilà, il faut travailler, je pense, cet aspect mental, c'est quelque chose qui manque. Il faut être costaud mentalement de toute façon pour parvenir à accomplir cet objectif de monter en Ligue 1. Et pour l'instant, c'est là où je suis un peu déçu. Donc ce côté mental qu'il va falloir rapidement résoudre, jouer plus vite aussi, comme je l'ai dit. Les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, c'est un secteur où on est très faible. On n'y arrive pas, ça fait des années que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à tirer un corner, qu'on n'arrive pas à centrer correctement. Pourtant, on a des joueurs qui ont une qualité de pied qui est bonne normalement. Mathieu Cafaro, il a fait un super centre contre Bastia, mais sinon, la plupart des centres, malheureusement, ils finissent dans la tribune ou ils finissent au troisième poteau. Ils peinent à trouver quelqu'un. Voilà, ils sont en difficulté, nos joueurs sur les centres. Mais tous, il n'y a pas que Cafaro, il y a Dylan Chambaud, il y a Diarra, il y a même n'importe qui tire les corners. C'est très compliqué, on a beau mettre n'importe qui, c'est difficile. Je sais pas pourquoi. J'imagine pourtant qu'ils sont travaillés aux entraînements, parce que depuis le temps qu'on est en difficulté, forcément, il y a un moment donné, on s'est dit il faut travailler les coups de pied arrêtés. Mais néanmoins, c'est pas assez. Et voilà, il faut les travailler autrement. J'espère qu'Olivier Dalloglio a conscience de ça. J'imagine bien évidemment que oui, il en a conscience qu'il faut travailler ses coups de pied arrêtés et qu'il va les travailler. Mais voilà, entre ces coups de pied arrêtés, le manque de concentration aussi, parce qu'on a aussi des moments où on n'est pas concentré, on n'est plus dedans, où les joueurs arrivent à nous prendre à défaut, notamment sur les côtés, où nos latéraux sont souvent trop serrés, je trouve, par rapport à la défense centrale, ce qui laisse énormément d'espace. Et là, on se fait manger. Parce que j'ai dit qu'on n'était pas bon pour centrer, qu'on n'était pas bon dans les coups de pied arrêtés.
offensivement, mais défensivement également. On a souvent tendance à perdre les duels. Et ça passe aussi par le fait qu'on se fait très très souvent manger sur les côtés. C'est de plus en plus récurrent. Et même quand les équipes ont un corner, voilà, on fait cette erreur bête qui permet à l'équipe de s'imposer dans les airs notamment. On ne prend pas non plus énormément de buts sur ces coups de pied arrêtés maintenant. Mais néanmoins, on est souvent en train de perdre les duels. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Comme beaucoup de choses dans le jeu, notamment cet aspect de prévisibilité. On s'était remis dans le droit chemin avec l'arrivée de Florian Tardieu et à la fin du mercato estival. Ça correspondait à un meilleur visage de Saint-Etienne, ça c'est indéniable. Mais néanmoins, les équipes ont compris maintenant comment jouer. Et du coup, elles arrivent plus à marquer Florian Tardieu, à densifier leur milieu de terrain. Et c'est très très dur pour nous de relancer nos actions. Et c'est quelque chose sur lequel aussi il va falloir travailler, se renouveler pour jouer de façon moins prévisible et avoir plusieurs styles de jeu différents. Mais je pense qu'Olivier Dalloglio va se pencher sur ce sujet également. Et un autre point, c'est l'attaque. L'attaque, on est en difficulté, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que sur l'ensemble des matchs, c'est difficile pour les Verts qui n'ont pas non plus énormément d'occasions. On a compté quand même sur pas mal de pénaltys pour marquer. Et encore une fois, je parlais tout à l'heure, je parlais dans mes autres vidéos des joueurs qui font des passes décisives. Depuis le début de la saison, on n'a même pas 5 joueurs qui ont fait une passe décisive. Donc c'est vraiment trop peu pour Saint-Etienne. Et dans tous les autres clubs, il y a au moins 5 joueurs qui ont fait des passes décisives, je suis sûr. Donc c'est là qu'on voit qu'on a aussi un défaut, des problèmes dans la dernière passe. Donc beaucoup d'axes d'amélioration côté stéphanois. Il y a des choses un peu plus intéressantes également ces derniers matchs, notamment grâce au dispositif. Donc ça, on va en parler dans quelques instants. Donc c'est parti pour parler du dispositif côté stéphanois. Allez, on va en terminer pour cette vidéo avec ce changement de système. On est déjà à plus de 31 minutes. Merci à tous ceux qui sont encore présents d'ailleurs. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire également sur ce que vous avez pensé de ce début de saison. Mais j'essaye de faire un bilan assez complet sur plusieurs choses. Je ne peux pas tout aborder bien évidemment. On en a parlé durant le live d'ailleurs ce vendredi. Donc merci déjà à tous ceux qui étaient présents aussi. Mais on pourrait parler pendant des heures de tout ce qui se passe. Au niveau du changement de système, on avait commencé dans un espèce de 3-5-2. Laurent Batles s'est dit à un moment donné que ça allait pas vers la 5-6e journée contre le Stade Malherbe de Caen. Et là, il a changé son système. Et ça allait mieux pour les Verts qui, dans ce dispositif, en 4-3-3, 4-1-4-1, un peu comme vous le voulez, s'en sont mieux sortis. Parce que je pense déjà qu'il est moins compliqué à aborder ce système. On a réussi en plus à renforcer un peu nos côtés du coup. Parce que il y a 4 joueurs sur les côtés au lieu d'en avoir que 2 comme c'est le cas avec des pistons. Donc ça, c'est plutôt très rassurant pour les Verts. Il faut les rassurer. C'est un système qui est plus simple. Et ça a plutôt bien fonctionné, mais là c'est un peu plus compliqué sur les derniers matchs, même si ça commence à aller mieux. Pourquoi ça a bien fonctionné? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'arrivée de Florian Tardieu dans l'entrejeu, qui a fait beaucoup de bien à notre effectif. Il a apporté de l'expérience, notamment sur les premiers matchs. Il y a Stéphane Diarra qui est arrivé également à ce moment-là, qui était percutant au début, très très intéressant. C'est pareil, là, il enchaîne un peu avec les blessures et les moins bonnes performances. On le voit moins, j'avais bien aimé notamment son premier match, je crois que c'était contre Annecy, Stéphane Diarra. Mais je pense que ce système, il faut le garder. C'est le système qui correspond bien à Saint-Etienne, qui est assez simple, on va dire, mais on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Et pour moi, Olivier Dalloglio l'a compris parce qu'il n'a rien changé avec cette façon de jouer, cette façon de placer ses joueurs. Il va falloir changer la façon de jouer parce qu'on peut faire d'autres choses. Mais je pense que c'est un système qui correspond bien à Saint-Etienne. Dalloglio le connaît bien aussi parce qu'il a l'habitude de faire jouer ses équipes à 4 derrière. Et j'imagine qu'il va pouvoir poursuivre de cette façon-là en articulant avec d'autres joueurs. Il va falloir faire un mercato renforcé. Renforcer quoi? Renforcer les côtés comme je l'évoquais tout à l'heure. Parce que sur les côtés, c'est compliqué. Il manque de doublure. On voit quand il y a un joueur qui est absent. C'est difficile de pouvoir le remplacer. D'ailleurs, ça me permet de parler des jeunes. Les jeunes, il va peut-être pouvoir les intégrer. On sait que c'est aussi une des spécialités de ce coach. Il l'a fait à Dijon. Il était, je crois, directeur du centre de formation de Nîmes aussi. Donc, il connaît bien les jeunes. Et je pense qu'il aura pour projet de le faire. Il n'a pas trop convoqué pour l'instant sur les premiers groupes. Mais c'est normal, il voulait voir un peu comment ces cadres sont capables d'évoluer. Je pense que c'est plutôt pour ça pour l'instant. Il va les intégrer petit à petit, en tout cas Olivier Dalloglio. Mais on va peut-être voir des Mathis Amougou, des El Hadji Dieye, des Daring Bladi, des Owusu. Il y a des joueurs qui montent peut-être en puissance aussi au sein du centre de formation, comme le cas de Karim Cissé. Il y a aussi Maxence Rivera, qu'on vous voit. J'en ai pas parlé de Maxence Rivera tout à l'heure. Maxence Rivera qui a fait un début de saison plutôt intéressant. On l'a trop peu vu à mon goût,
Mais néanmoins, c'est un joueur qui va pouvoir peut-être aussi intégrer cette rotation, même si pour l'instant, il n'a pas convoqué Olivier Dalloglio. Mais voilà, il va pouvoir mieux appréhender certaines choses durant cette période hivernale. Et puis voir tout simplement, il y aura un match amical contre Grenoble qui va aussi lui permettre de voir un peu tout son effectif. Mais en tout cas, je trouve que ce système de jeu, il est assez intéressant. Il faut continuer comme ça. On peut l'articuler de plusieurs façons. Peut-être pas que rester en 4-1-4-1, parce qu'on peut passer rapidement d'un 4-1-4-1 à un 4-3-3, à un 4-4-2. Voilà, ça peut s'organiser différemment. Et là, on vient au fait de tout à l'heure, le fait de surprendre nos adversaires, chose qu'il manque côté stéphanois. Parce que je pense que ce qui nous avait bien réussi, c'était le fait qu'on les surprenait encore. Et petit à petit, on avait cette part de réussite également, parce que le jeu n'était pas flamboyant, hein. C'était un jeu très pragmatique. On arrivait à marquer, mais un peu avec de la chance aussi. Mais là, les équipes, elles nous ont tout analysé. Elles savent comment on joue, c'est plus compliqué. Donc là, peut-être qu'il va pouvoir changer. Au lieu de mettre Tardieu, il va mettre Amougou, Mouefek, etc., etc. Et là, ça change, parce que quand tu changes un joueur, même si des fois tu ne changes pas ton système de jeu, mais il n'a pas la même manière de jouer. Et ça peut être quelque chose qui est bénéfique pour nous. C'est pour ça que j'imagine que ce mercato estival, il va être aussi très important. Hivernal, il va être très important. Qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont rejoindre Saint-Etienne. Est-ce qu'il faut privilégier la qualité à la quantité? C'est pareil, on en a parlé dans mon live vendredi. Je pense qu'il faut privilégier quand même la qualité, bien évidemment. Et la qualité, ça passe par quoi? Ça passe par la suite du championnat, en recrutant des joueurs, notamment sur les côtés, et certainement quelqu'un pour densifier le milieu de terrain. On ne pourra pas recruter à tous les postes. On va pas se mentir, il faudrait presque doubler à chaque poste, mais c'est impossible de doubler à chaque poste. Sinon là, on privilégierait la qualité à la quantité. Ce que j'attends, c'est tout simplement voilà, qu'on emmène des joueurs percutants, qui sont décisifs, qui arrivent à marquer et qui emmènent de la folie, qui ont envie de construire ce projet avec Saint-Etienne, qui est celui de monter en Ligue 1. Et voilà, moi j'ai terminé en tout cas pour le bilan de cette saison. On en refera un autre à la fin de la saison 2023-2024. J'espère qu'il sera positif avec une montée à la clé, avec peut-être une vente. En tout cas, je pense que pour performer en Ligue 1, si jamais on monte, ça passera par une vente. Et voilà, on va voir si les enseignements ont été bien tirés côté stéphanois. C'est ce que j'attends avant tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner également votre avis, ce que vous avez pensé, ce que vous avez vu, si vous avez des choses à rajouter. Voilà, j'ai fait un bilan assez long, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées. Regardez, je suis déjà à 36 minutes, presque 37 minutes de vidéo. C'est impossible de tout évoquer tout seul en plus, et forcément j'en oublie parce que faudrait qu'il y ait quelqu'un en face pour me rappeler. C'est pas simple. J'ai essayé de préparer au mieux, mais c'est très difficile de penser à tout. En tout cas, merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Profitez bien, en tout cas, de votre famille, de vos proches. Et puis, on va continuer les vidéos, bien évidemment, en 2024. Et puis, en espérant avoir un grand sourire à la fin de la saison. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne fin d'année 2023. Et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.